Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Open Startup. On partage ici notre passion de l'entrepreneuriat, plutôt technologique, avec des conversations en compagnie d'entrepreneurs ou d'experts sur des sujets précis comme le financement, la com ou autres thématiques qui concernent les startups. Je m'appelle Guillaume Comagnac, derrière le micro chaque semaine pour ce podcast grâce au soutien de Tracteur, une équipe qui accompagne les startups dans la réalisation de leurs produits et services numériques. Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Laurie Jugiola, non pas la, mais le CEO, vous comprendrez pourquoi, de la société AltGR. Laurie croit en l'égalité des chances numériques, c'est une conviction qu'elle partage à travers son entreprise AltGR, qui a pour mission de démocratiser l'usage de la data science et des algorithmes prédictifs pour toutes les entreprises. Vous allez l'entendre, Laurie est une véritable passionnée et communique ces sujets avec un sourire audible. Je vous souhaite donc une bonne écoute en notre compagnie. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à toi Laurie. Merci de me rejoindre sur ce podcast. Ravi de t'accueillir et de démarrer l'échange avec toi. Est-ce que déjà pour démarrer, on a commencé à entrevoir plein de sujets, le micro coupé, mais la question traditionnelle pour démarrer ce podcast, c'est est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens Bonjour, je m'appelle Laurie Jugiola et je suis le CEO d'une start-up, enfin une société innovante maintenant, parce que je pense qu'on est à un niveau où on peut dire qu'on est au-dessus de la start-up, puisqu'on a trouvé notre marché, qui s'appelle AltGR. Je viens de Marseille, comme on peut l'entendre à mon accent, et j'ai grandi dans les Alpes de Haute-Provence, aux alentours de Forcalquier. J'ai commencé ma vie professionnelle, entre guillemets, mon avant-vie professionnelle par des études de droit, donc patrimonial et immobilier. Et puis, j'ai, à l'âge de 24 ans, ouvert ma première société de courtage en prêt immobilier. Une belle histoire qui a duré 7 ans. Et Ok. en 2018, j'ai ouvert AltGR avec mes 3 associés. Ok, top. T'es tout de suite allé sur la présentation très professionnelle, mais en même temps, rassure-toi, tous mes invités font ça. Mais juste pour savoir, t'as entrepris donc au final assez jeune, ce que j'entends. Est-ce Mhm. que c'est quelque chose voilà, qui te vient naturellement? T'as toujours eu le goût d'entreprendre? T'as grandi dans une famille peut-être voilà, où il y avait des entrepreneurs? Raconte-nous. C'est le cas, oui, tout à fait. J'ai mes rôles modèles à moi, mes propres parents, mes oncles et tantes, tout le monde aujourd'hui chez moi est chef d'entreprise, que ce soit dans l'agriculture, dans la fabrication de lunettes, dans la surveillance, comme mon papa, dans la comptabilité. Donc chez moi, tout le monde est indépendant. Donc c'était évident, finalement, que je commence à entreprendre très tôt parce que je me suis essayée au salariat, dans une grande banque, française, et je me suis trouvée vite à l'étroit. En fait, à l'étroit Ok. dans ma façon de penser les choses. Je me suis dit, «J'ai pas de latitude pour mettre en place et pour optimiser les process. Je sais faire ce qu'ils me demandent. Bon, maintenant, je vais créer quelque chose à moi, qui va me permettre d'innover», parce que j'ai toujours eu ce goût pour l'innovation. J'ai toujours eu envie d'avoir des nouveaux outils pour être plus efficient, plus productif. C'est vraiment un truc de petite, ça. De toujours tout goûter, de toujours tout voir, de toujours tout essayer. Ouais, puis peut-être, j'ai l'impression un petit côté, dans l'état d'esprit, assez problem solver quoi, quelqu'un qui a envie de résoudre des problèmes. C'est ça, tout à fait. Dès qu'il y a un obstacle, j'essaye de trouver le moyen de le contourner, de le surmonter, de l'enlever de ma route pour que ce soit plus simple et qu'en effet, on soit plus productif, parce que c'est ça, c'est l'efficacité qu'on cherche. L'efficacité, mais moi, d'un point de vue très particulier, c'est que je veux, c'est rendre heureux le client. Donc mon Mmh. pourquoi à moi, c'est que le client soit content et que je puisse lui apporter, le meilleur service possible. Donc en effet, voilà, c'est sur ces problèmes-là et ces obstacles-là que j'itère et que j'essaie d'innover. C'est pas toujours le cas, mais ça m'arrive quand même, assez souvent. Top. Tu dit: «Je suis le CEO, d'une startup qui s'appelle Algère», donc on va en parler, tu vas nous présenter, ce qu'est, Algère, mais, toi tu dis «le CEO». Oui, c'est vrai, je féminise pas tout. OK. D'une part parce que c'est un mot anglais, du Ouais. coup, je n'ayant pas la maîtrise complète de cette langue, je m'aventure pas à le féminiser.
Mais en effet, ouais, non, je trouve que c'est pour aussi marquer mon équivalence, je pense, dans ce Mhm. domaine-là. Ok, tu veux dire que habituellement il y a tellement d'hommes qui sont CEO que bah, tu rends aussi masculin ce titre-là pour te mettre à égal, c'est ça? Parfaitement, ouais, ouais. Ok, Je remplis le rôle comme n'importe qui d'autre. ouais. C'est vrai, mais d'ailleurs, souvent on me fait la remarque, je marque directeur général et on me dit non, vous êtes directrice générale. Je dis non, je suis directeur général. Mais après, ça, c'est une question de goût, hein. C'est pour dire que voilà, il n'y a pas de différence à avoir. Le poste, je l'incarne et féminin ou masculin, c'est pareil pour moi. Ouais, il est pas genré. Le plus dur, c'est d'incarner le poste, hein. C'est pas d'être une femme ou un homme. Ok. Et donc Algér, tu vas nous présenter ça. C'est quand même une entreprise on voit les mots souvent deep tech quand on va chercher Algér. Donc une entreprise résolument technologique et au-delà même de la technologie, presque scientifique, j'ai envie de dire. Tu vas nous raconter ça. Comment tu t'es retrouvé dans cette aventure Algér à devenir le CEO de Algér? Oui, alors bah, ça, il faut remonter un petit peu plus tôt dans mon passé, quand j'étais donc, dans mon cabinet de courtage en prêt immobilier et en fait, j'étais un cabinet indépendant, même si j'étais franchisée et autour de moi, il y avait des cabinets qui avaient des gros, gros budgets publicitaires, qui, irriguaient, la plupart des chaînes télévisées et cetera de leur publicité et en termes de service rendu aux clients, je les trouvais assez médiocres et je trouvais ça Mhm. très injuste qu'ils aient des clients, pour la qualité de service qu'ils avaient, juste par le fait qu'ils aient, un gros budget marketing que j'avais pas. Donc je me suis posé la question: «Comment on peut résoudre ce problème?» En fait, je me suis dit: «Il faut que je sois plus efficiente». Aujourd'hui, donc j'ai mis en place des parcours, des structures, des structurations des process pour être plus efficiente. Mais il y avait une voie qui me paraissait, très, très, très bonne puisque tous les jours, je saisissais des données dans mon CRM, je me suis dit: «Mais pourquoi je ne les utilise pas, quoi?» Donc Mhm. j'ai commencé à me rencarder, j'ai vu qu'on était à la pointe de l'état de l'art, hein, en termes d'utilisation. Il y avait rien qui était, possible d'acheter sur l'étagère pour optimiser les données et pour, bah, que je puisse arrêter de naviguer à vue, que j'ai la possibilité de gérer ma société avec les données historiques que je collecte tous les jours. Et du coup, j'ai rencontré un data scientist qui, lui, venait de la recherche académique, physicien, et qui avait une piètre connaissance du milieu de l'entreprise et surtout du but premier de l'entreprise, c'est-à-dire bah, d'avoir des clients quand même, parce que c'est quand même ça le Mhm. nerf de la guerre. Et du coup, on s'est alliés au départ. J'ai fait le BizDev en parallèle de mon cabinet pour l'aider à monter en compétences. Et en échange, il m'a développé mon premier algorithme de classification de clients. Voilà. C'est de là où c'est parti. Et Ok. j'étais tellement enthousiaste au fait de de la capacité de résolution de problèmes que ces algorithmes peuvent avoir dans la vie d'un entrepreneur et d'un directeur de société. Je me suis dit, voilà, bon, bah, j'ai vendu le cabinet et je suis partie et on s'est réunis tous les quatre. Donc, ce physicien, son frère mathématicien et mon cabinet d'expert, mon expert comptable commissaire aux comptes qui m'a suivi depuis le début de ma création et qui est devenu un ami. Et tous les quatre, on a décidé en juin 2018, de créer AlteGR. Ok, ok, génial. Avec, donc, tu vas nous faire maintenant un peu la proposition de valeur de LGR. C'est-à-dire que là, ce que tu as raconté dans cette rencontre, c'est un peu les prémices au final. C'est comment ça allait fonctionner après AltGR, c'est-à-dire de la résolution de problèmes à partir de données ou alors trouver les données pour résoudre les problèmes. Enfin bref, raconte-nous du coup maintenant au quotidien en fait ce que vous faites. Alors bah déjà, AltGR, c'est 10 personnes à temps plein. 60% de l'équipe d'AlGR sont des docteurs en sciences. Donc on a physique, astrophysique, mathématiques, mécanique. Et le but, c'est de mettre en adéquation des problèmes rencontrés par des entreprises et de trouver, d'y apporter une solution par des algorithmes sur mesure. C'est-à-dire qu'on va apprendre, Hmm. entre guillemets, le métier pour pouvoir voir la problématique qui nous est soumise et trouver le moyen technologique, algorithmique, de modélisation mathématique qui va permettre de résoudre le problème. Ça, c'est l'essence, c'est le métier historique d'AlteGR.
Et c'est là où, en effet, on a appris des multiples métiers, les vols d'hélicoptères, charger des conteneurs sur les porte-conteneurs, faire de la comptabilité automatique. Voilà, on a appris plein de métiers qui font qu'on est complètement tout-terrain. Que ce soit l'industrie, le transport, que ce soit la comptabilité, les RH, le commerce, on est vraiment, le marketing, on est vraiment sur tous les sujets. Mais on avait un problème, c'est qu'on s'adressait qu'à des entreprises qui avaient une capacité de financement, parce que faire un algorithme sur mesure, ça a quand même un coût, qui Mmh. permettait pas à tous d'y accéder. Donc on s'est réunis et grâce à Antoine et Thomas, qui sont mes deux associés, qui avaient déjà une idée technologique qu'on pourrait investiguer et puis mettre en diffuser, hein, c'est ça. On a créé un SaaS qui s'appelle retrodata.io et qui permet aux gens qui ont des données de vente de les mettre en ligne et d'obtenir un rapport automatique en ligne avec la représentation des données historiques et une projection. Donc voilà, qu'est-ce que c'est mon chiffre d'affaires dans un an, quelle va être ma captation de clients, qu'est-ce que je vends, quels produits je vends le mieux, quels sont les paniers les plus achetés, voilà, les associations de produits, vraiment un outil à la portée de tous, financièrement aussi, puisque le ticket d'entrée c'est 50 €, donc je pense que c'est à la portée de tous. Et c'est cet outil-là qui nous fait Oui. rêver, parce que technologiquement, il a fallu faire un tour de force pour analyser des données qui ne soient pas en volumétrie suffisante, parce que ça c'est un vrai problème, on en parle très très peu. La donnée frugale ou le small data, qui finalement permet à tout un chacun d'avoir accès à la data science. OK. Donc concrètement, le SaaS, le software as a service, je reprends juste pour, ceux qui auraient loupé la définition, même si on en a déjà parlé dans le précédent podcast. C'est comme tu dis, c'est un outil clé en main. C'est-à-dire que moi, j'ai mon entreprise, ma TPE, peu importe le domaine de ce que j'ai compris. J'ai quelques données qui sont peut-être matérialisées dans un fichier Excel ou ce genre de choses, ou alors de factures, de je ne sais quoi. On se connecte à votre plateforme, on envoie ces données-là, et à Mmh. partir de là, en rétroaction, on a déjà des premières analyses, en fait, c'est ça que j'entends, ou des leviers en disant, OK, sur la base des données que tu m'as envoyées, voici peut-être les projections dans un an, voici, c'est ça? C'est ça, parfaitement. Souvent, d'ailleurs, les données, donc c'est soit issu d'un fichier Excel, soit d'un extrait du logiciel de gestion client, qu'on appelle CRM. Ouais. Et avec ces données-là, grâce à l'historique, on va pouvoir, en tout cas, donner une base de projection dans le futur. Donc tout ça pour remédier aux problèmes majeurs, surtout avec la situation sanitaire qu'on connaît aujourd'hui, c'est d'arrêter de naviguer à vue. C'est-à-dire aujourd'hui, grâce à mes Mmh. données, et j'ai une aide décisionnelle qui va me dire, bah, par exemple, pour la projection des clients, mes clients dans le passé, mes clients dans le futur, aujourd'hui, comment je fais en tant que chef d'entreprise pour inverser la tendance si la tendance est mauvaise, ou comment je fais pour gérer ma croissance de clients? Quel process je mets en place? Quelle stratégie de communication? Quelle stratégie d'acquisition client? Tout ça, en fait, ce rapport, qui est quand même un rapport très complet, permet notamment de prendre ce genre de décisions-là qui actuellement sont prises un peu au nez, hein, à l'instinct. Et on ne veut Mmh. pas remplacer l'instinct du chef d'entreprise, au contraire, mais en tout cas, l'aider à valider certaines choses et à mettre en place certaines choses. OK, et ça sous-entend quand même que, en tant que chef d'entreprise, j'ai déjà, une idée du problème, ou une idée un petit peu de là où je vois peut-être un axe d'amélioration, une faille. Mais, est-ce que l'inverse, c'est-à-dire j'ai des données, mais, bon, je saurais pas vraiment quoi en faire avec, ça marche aussi? Tu vois ce que je veux dire? De dire, OK, on parle, j'entends que la donnée, c'est, le nouveau pétrole, que demain tout le monde, fera quelque chose avec de la donnée. Moi, j'ai de la donnée parce que soit je suis un e-commerçant, soit je gère déjà de la data, mais je sais pas quoi en faire. Si je vais voir Algérie, ils vont m'aider, c'est ça? Complètement, complètement. C'est les problèmes les plus difficiles à résoudre, hein, quand on a des données, mais qu'on ne connaît pas vraiment le problème du chef d'entreprise. Mais aujourd'hui, dans les données, on peut absolument tirer une valeur, pas directe, attention, c'est une valeur
pour le chef d'entreprise. Parce que si, par exemple, les données d'AlteGR, je les donne à quelqu'un d'autre, il n'y aura pas de la valeur à tirer. C'est pas la donnée intrinsèque, en fait. C'est ce que j'en tire comme interprétation. Qu'est-ce que dans mes données, je vais avoir à retirer pour guider mon entreprise, pour mettre en œuvre une stratégie et comment je vais performer. En fait, la donnée, c'est pour ça qu'il y a un peu une confusion entre la valeur de la donnée et la valeur que j'en retire. C'est toujours une valeur indirecte. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir ce que j'ai dans notre société, qui sont des data scientists, parce que c'est l'analyse, en fait, qui a de la valeur. La donnée, c'est juste le carburant de l'algorithme qui va donner un résultat. C'est l'algorithme, en fait, la valeur, c'est pas la donnée. Et ça, on ne communique pas assez bien. Et ça reste des outils. Ça reste des outils. L'algorithme est un outil. Carrément. Et les data scientists, c'est là où il y a de la recommandation en plus par rapport à ce qu'a donné les algorithmes. C'est de la donnée brute, ce que peuvent donner les algorithmes, mais ensuite, tu as des recommandations, j'imagine, par rapport à ces données plus précises en fonction des cas aussi des entreprises. J'ai une question qui est peut-être un peu naïve, mais est-ce que dans ce cas-là, les algorithmes peuvent se tromper en fait? Parce que j'imagine, je mets pas du tout en question tout le travail qu'on fait toute votre équipe. J'imagine que c'est des longs cycles de recherche et développement, de recherche qui sont pas que technologiques, mais aussi académiques, de brevets, etc. Donc ça a vraiment beaucoup de valeur. Malgré tout, vu que ceux qui produisent des algorithmes restent aussi des humains, tu sais, on a parfois ce débat-là de se dire est-ce qu'on peut aussi rentrer nos biais dans les algorithmes et donc, est-ce que au final, ces algorithmes, ils peuvent aussi se tromper, quoi? Alors oui, ils peuvent se tromper, notamment quand on parle de réseau de neurones. Ok. Le réseau de neurones, c'est quoi? C'est finalement des couches qui vont, souvent l'application principale du réseau de neurones, c'est pour reconnaître une image et ils vont donner, au fur et à mesure, si c'est un chien, un chat, un lapin, enfin si c'est un chien ou que ça n'en est pas un déjà et puis, ils vont itérer comme ça et puis apprendre sur la base de données. Mais finalement, si tu lui donnes une base de données qui est biaisée par ton œil de data scientist ou de celui qui capte la donnée, si tu captes pas les bonnes données, en effet, il reconnaîtra pas les bonnes choses. Et celui qui fait le paramétrage, finalement, il a pas trop de la main sur le sujet. C'est vraiment la donnée. La donnée, si elle est pas bonne, si elle est pas qualitative, et s'il y a pas ce gros travail, alors ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dire, c'est qu'aujourd'hui, entre les données brutes, les données qui sont analysables, il y a un très gros travail qui représente entre 60 et 80% du travail du data scientist. C'est la phase d'ETL, Extract, Transform, Load, qui va finalement passer de la base brute à la base analysable. Et qu'est-ce qu'on retient comme données pour analyser, pour avoir la réponse en sortie. Et toute cette brique d'ETL, elle est artisanale. Et pour refaire la boucle avec Retrodata, le tour de force technologique qu'on a fait dans cette version 1 de Retrodata, c'est que cette brique d'ETL, on l'a automatisée complètement. Et c'est là où technologiquement, on a performé. Ok, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans avoir augmenté la taille de l'équipe en nombre de data scientists, de doctorants, etc., vous êtes capable de prendre toujours plus de problèmes, de clients, etc., parce que vous avez automatisé cette partie-là qui avant était au final manuelle. Tout à fait. Et elle est manuelle chez tous les data scientists aujourd'hui. Donc, en effet, on a là cette brique qui est perfectible. Attention, elle marche pas sur tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Retrodata est focalisé sur des données de vente et des séries temporelles. Alors, séries temporelles, c'est-à-dire une date et une action, et pas sur autre chose. On est en train, technologiquement, de la perfectionner et de développer d'autres briques qui seront disponibles sur le logiciel en ligne de retrodata.io. Ok. Ça me permet juste, je fais une micro-parenthèse, de faire un clin d'œil, et pour ceux qui ne l'ont pas écouté, à Xavier Dicor-Mbouma, qui est l'invité de l'épisode 3 de Fari Analytics, aussi gère avec les données d'ETI des recommandations. Ils sont aussi en train de construire un outil pour automatiser. On sent que dans ce secteur-là de la donnée, on est vraiment à l'aube de quelque chose qui va potentiellement impacter toutes les verticales, tous les secteurs d'activité au final.
Bah, oui, bah, c'est bien d'avoir, de dire: «Il faut rentrer dans la révolution numérique», mais si tu as pas d'outils, tu rentres nulle part. Donc et ce que j'espère, c'est qu'en voyant toute, cette effervescence française, on a perdu un petit peu, la bataille, des réseaux de neurones, au profit des Américains et des Chinois. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'ils sortent, alors si c'est pas nous, bon, c'est dommage, mais qu'il y ait en tout cas une start-up française qui devienne leader sur le projet. Et je vois par toutes les initiatives du territoire, aussi d'Aix-Marseille, puisque j'ai la chance d'avoir été, d'être au bord de la French Tech Aix-Marseille, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Trouver des outils à tout le monde pour que tout le monde puisse finalement avoir l'égalité des chances sur ce terrain de jeu-là. Tout à fait. Top. Tu me fais déjà un petit teasing de sujet que je voulais aborder, c'est très bien, il y a un très bon clin d'œil là-dessus. Juste pour continuer et peut-être terminer sur l'aspect data science, j'ai vraiment envie de rendre le truc très pragmatique. Je l'ai déjà fait par le passé avec un autre invité. Quand tu dis c'est vraiment pour tout type d'entreprise, c'est que toi, demain, selon toi, ta vision, c'est que tout le monde utilisera de la donnée, même si je reprends, toi, ton expérience de ta famille, tes parents qui sont dans des commerces ou dans de l'agriculture ou autre, ou moi, si je prends mon frère qui est boulanger, tu vois, c'est pas son métier d'utiliser de la donnée, mais comment ça pourrait faire en sorte de l'aider au quotidien? Tu vois, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle génération d'entrepreneurs qui vont penser la donnée comme ils pensent leur compta, leur gestion financière, etc. Est-ce que toi, tu vois, ça va devenir quelque chose de très stratégique entre deux entreprises. Ce qui fera la différence, c'est peut-être aussi l'utilisation de la donnée. Oui, 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 je le pense. Et enfin, aujourd'hui, tous les faits vont dans ce sens. J'ai toujours, alors je joue au foot depuis que je suis toute petite, et j'aime bien faire le parallèle avec le foot. Aujourd'hui, la grosse différence de travail entre les joueurs pros, souvent, c'est la donnée. Mhm. La donnée, c'est le constat d'aujourd'hui. Donc un joueur professionnel, bah, aujourd'hui, grâce à des capteurs, il peut voir quelles sont ses courses, dans quel, périmètre de jeu il se trouve, combien de ballons il a touché, combien de passes il a réussi. Aujourd'hui, c'est la base. Donc si je veux aller plus loin, eh ben, je pars de cette base-là. La donnée, en fait, c'est une base à la décision. Dire: «Bah, je vois bien que sur ce Mhm. secteur de jeu là, je suis pas fort. Donc il va falloir que je muscle de ce côté-là. Sur ce côté-là, bon, bah, je suis plutôt à l'aise, bah, je vais perfectionner avec une technique, je vais affiner ma technique. Bah, pour ton frère boulanger, c'est la même chose. Aujourd'hui, est-ce qu'il sait, à part la baguette, ce qui vend le plus? Quelle est la perte qu'il a sèche? Est-ce que ça sert encore de produire des pains au chocolat s'il en vend que 30 par semaine, selon sa saisonnalité? Parce que c'est ça qui ressort du rapport des rétrodata aussi. C'est quelle est ma saisonnalité? Quand est-ce que je vends? À quelle heure? Quel jour? Quel mois? Combien je vends de pain au chocolat? Et ben voilà. Donc si il en produit tous les jours 40 et qu'il en vend que 10 pendant cette période-là, ça sert à rien d'en produire 40. Il sait qu'il y aura de la perte, il y aura 30 de perte. Donc c'est ça en fait, c'est dire aujourd'hui quels sont mes atouts, quels sont mes points faibles et comment je fais pour pouvoir aller au-delà. Et c'est exactement la même chose pour tout le monde. Ce qui est bien, c'est que c'est un sujet qui est très transverse, qui touche que je vende du pain au chocolat, des croissants, que je vende des chaussures, que je vende peu importe. J'ai toujours la même problématique, c'est quand je vends, à qui et pourquoi. Ok, ok, ok. Alors par contre, on dit pas pain au chocolat, on dit chocolatine. Ah oui, pardon, c'est vrai que là, on est j'ai pris sans le vouloir un sujet très sensible entre nos deux régions. Je suis désolée. J'aurais dû dire croissant. Ouais, mais il m'est venu pain au chocolat, ça Ouais. c'est parce que je dois avoir un peu faim. Je rigole, mais bon, quand même, hein. Faut pas Oui, puis trop rigoler avec ces vous avez des sujets-là. poches et pas des sacs plastiques. Ça, j'ai bien compris aussi. Mais justement, tu vois, on parle de région et je vais clore du coup le sujet data science, de données, et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, pour les personnes qui ont vraiment envie d'en savoir plus, j'invite à aller voir déjà le site web de LGR, et vous avez une partie aussi lab qui, voilà, c'est des articles assez poussés sur ce que vous pouvez proposer. Donc voilà. Et puis, si les gens ont envie d'en savoir plus, ils peuvent directement te contacter. Je mettrai tes informations, Laurie, dans les notes de l'épisode.
Merci. Si je reviens du coup, on le dit en rigolant, on parle des différences entre nos régions. Tu l'as dit aussi, tu as été nouvellement élu au sein du nouveau board de la French Tech Aix-Marseille. Raconte-nous un peu justement les particularités de cet écosystème que moi, du coup, je connais vraiment pas. Qu'est-ce qu'il y a de si à part d'entreprendre dans le sud? Dis-nous tout. Pourquoi il faut venir? Pourquoi il faut venir à Marseille? Parce que il fait beau, il fait bon vivre. Ça, je crois que tous les gens qui sont venus dans notre région sud, l'ont bien compris. D'ailleurs, souvent, ils sont restés. Et puis on a un écosystème qui est absolument dynamique, où, des grandes industries, sont encore en place et ont encore un très, très beau dynamisme et qui sont même en train de reprendre du dynamisme. Un écosystème de start-up qui est complètement fou. On a des incubateurs, on a des accélérateurs qui font un métier, fabuleux, qui font un travail, colossal. On a des start-up, deep tech, on a des start-up, green, on a vraiment, on a tout ce qu'il faut, dans la région sud. Et il fait soleil 90 jours par an. Ok, ok. Ouais, ça, c'est vrai que c'est un sacré atout. Est-ce qu'il y a quand même une spécificité, tu vois, nous, autour de Bordeaux, il y a quand même beaucoup de sujets liés à la e-santé, par exemple. Je sais que à Toulouse, c'est beaucoup aussi l'IoT. À Lille, c'est plus tout ce qui est industrie. Est-ce qu'à Marseille, il y a aussi une thématique qui émerge un peu plus que les autres? Oui, il y en a une, c'est la biotech. Nous, on a, des, très grosses, start-up qui sont plus des start-up maintenant, biotech. Je pense à Inaté, je passe à Biotech Dental. Enfin, il y en a vraiment des très, très grosses et en effet, elles sont initiatrices de ce mouvement général d'innovation. Après, il y en a d'autres, hein, dans l'industrie, parce qu'on a un très, très gros armateur, dans la région sud qui fait qu'ils ont aussi, drainer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'innovation par rapport à leur sujet. D'ailleurs, je suis aussi, issue de l'incubateur de ce gros armateur, donc même si aujourd'hui je suis accélérée par les premières Sud, c'est en effet très, 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 très dynamique. Ok, ok. De toute façon, j'ai l'impression que c'est assez généralisé dans l'écosystème technologique et entrepreneurial. J'ai l'impression que dans la France entière, ça bouge, ça bouillonne. On le voit beaucoup maintenant aussi en région, en ruralité. Il y a les grandes capitales French Tech qu'on connaît, les grandes métropoles, mais maintenant il y a aussi des plus petites antennes qui s'ouvrent en région, et ça c'est une super belle nouvelle pour l'entrepreneuriat général. Tu t'es impliqué donc dans cette French Tech. Pourquoi ça fait du sens de t'impliquer? Tu vois, tu pourrais juste piloter ta boîte et puis profiter de cet écosystème. T'investir, c'était important pour d'autres raisons? Ah oui, oui, c'est qui est, la voie de la data et de démystifier, parce que c'est ça l'enjeu, démystifier, la donnée, son utilisation, dire que les algorithmes et l'intelligence artificielle, mot valise absolument partout. En fait, c'est à la portée de tous et moi, j'avais vraiment envie de porter cette histoire d'égalité des chances, numériques, du côté de la data science. J'ai envie de dire à qui veut bien l'entendre qu'il est possible aujourd'hui d'utiliser ces données pour être plus efficient et pour mieux piloter sa société, peu importe le secteur d'activité, peu importe, la taille de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est à la portée de tous. Ça, c'était hyper important et je le dis, quand, je suis, à mon poste de CEO, mais je le dis quand, je suis avec ma famille, je le dis, partout et d'ailleurs, un de mes premiers sujets, mes premiers bêta-testeurs de rétrodata, ce sont mes cousins et mes cousines, mes tantes et mes oncles qui sont tous, aujourd'hui à leur compte. L'agriculture notamment, c'est formidable ce qu'on peut quantifier en termes de rendement, de projection, c'est formidable ce qu'on peut faire avec l'agriculture. Clairement. Et donc l'égalité des chances numériques, je trouve que c'est une jolie phrase. Ça, c'est des convictions que tu portes. Et après, mais comment ça se matérialise vraiment, alors oui, au travers de ton entreprise, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments où ça va impacter au-delà de ton entreprise? Je sais pas moi. Est-ce que aussi dans le style de management, de recrutement, dans le choix avec des personnes avec qui vous travaillez potentiellement?
Alors, si j'ai bien compris, oui, en effet, on a un choix managérial, qui a été fait collaborativement avec mes 3 autres associés, de quelque chose de très horizontal, et en effet, la donnée pour notre activité, elle est au cœur, de ce qu'on fait. Donc en effet, elle nous permet aussi de performer, de voir là où on a des manques, ça nous permet de faire beaucoup de choses et alors pas pour recruter, quand il y a beaucoup de candidats, peut-être, mais nous, voilà, moi je le fais à l'ancienne encore, si on peut. Je suis pas data driven sur ce sujet-là. J'aime rencontrer les gens, j'aime les valeurs, connaître leurs valeurs. C'est une affaire de feeling aussi. C'est ça. On peut pas tout décider avec les données. Et d'ailleurs, mon second message, c'est attention. Les données sont là pour aider à la prise de la décision, mais elles sont pas là pour prendre des décisions à votre place. L'humain est irremplaçable. Oui, clairement. Et juste, le fait que parles de tout ça, ça me fait penser à de l'éthique, ça me fait penser à ces sujets-là. Donc, qu'est-ce que tu penses aussi voilà, tu as parlé des, des Américains, des Chinois, mais c'est vrai que là, il y a eu plusieurs fuites de données de très gros acteurs récemment. C'est quoi ton regard là-dessus? Parce qu'en fait, les données, oui, c'est fantastique, mais parfois, ça peut faire peur parce que justement, il y a ce genre de, voilà, de problème qui survient, quoi. Bah, nous, on est data processor, donc on est garant de l'application de la loi européenne sur la RGPD. Mhm. Donc en effet, quand on voit que des grandes entreprises françaises et européennes mettent les données de leurs propres clients sur des clouds AWS, Google, pour ne pas les nommer, qui ne sont pas français et qui, en effet, ont un enjeu stratégique, je trouve ça un peu décousu et qui manque un petit peu de logique, hein, si je peux me permettre. Donc en effet, la donnée, ça fait peur, mais je crois qu'on est quand même, les premiers au monde, nous et l'Europe, à avoir mis en place une législation de protection et quand moi je parle de données, je ne parle pas de données personnelles. Aujourd'hui, la donnée Mhm. personnelle, c'est, mon nom, mon prénom, les photos de mes enfants sur Facebook, qui sont en effet bien classées, dans des, clouds, sous-marins, par, les réseaux sociaux et qui en effet, vous vendent de la publicité. Aujourd'hui, je pense qu'on peut aller au-delà en termes de business model sur la donnée et sans avoir finalement à traiter, des données personnelles, puisque dans une boulangerie, qui c'est qui achète le pain ou la chocolatine? Bon allez, le pain au chocolat, j'ai du mal à dire chocolatine. Eh bien, ça n'a aucune importance. Aujourd'hui, c'est le fait d'acheter unitairement, qui le fait, ça n'a pas d'importance. Donc on peut très bien faire de la data science sans avoir à manipuler des données personnelles et sans avoir à finalement outrepasser les règles de la RGPD. Ok, ok, Donc c'est ok. possible. Il faut y aller. Oui, oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est délicat, mais ce que tu dis, c'est que il faut, et c'est ce que tu as dit un peu plus tôt, il faut qu'il y ait un acteur ou des acteurs en France, en Europe aussi, qui voilà, arrivent à accélérer sur ces sujets-là pour que on ait cette alternative à ces grands acteurs. Voilà, tu parlais de cloud, c'est un sujet voilà, infiniment complexe et qui a été traité de mille et une façons depuis différentes années en France, en Europe. De parler de cloud européen, de souveraineté sur ces sujets-là, mais c'est vrai qu'actuellement, parfois dans l'offre qu'on nous propose, AWS, Google, tu les as cités, c'est extrêmement performant. Donc, quand je crée ma startup, c'est vrai que la question elle est légitime de se poser, de se dire, je peux très bien aller avec eux pour démarrer, c'est très bien Oui, puis je crois qu'ils offrent des crédits monstrueux pour les pour les startups. pour drainer les startups, mais finalement ils ont bien raison. Puis une fois qu'on est installé chez eux, il y a tellement d'outils natifs qui sont inclus. C'est vrai que c'est difficile d'en partir. Mais si tout le monde fait ça, on n'aura pas de cloud souverain. Donc Ouais. il faut que le message passe, peut-être pas à tous, mais en tout cas le message doit passer. Oui, oui. Après, on n'est pas là pour débattre de ça. Enfin, chacun fait ses choix aussi en tant qu'entrepreneur. J'ai pas envie non Tout à plus fait. de dire c'est ça la vérité. Enfin, nous, on utilise beaucoup. Il n'y a pas de vérité universelle, Voilà, en c'est effet. ça. Nous, il y a énormément de nos clients qui utilisent AWS. C'est sûr que c'est extrêmement performant pour démarrer des startups. Et puis après, voilà, c'est des choix d'entrepreneurs de savoir si on a envie de
Et puis ça rattache aussi à des valeurs, comme tu l'as dit, donc c'est très personnel. Après, chacun peut avoir son avis sur le sujet. Et puis tu peux avoir aussi beaucoup de valeurs tout en étant chez Amazon. Enfin, j'ai eu sur ce podcast Marie Mérouz, un des épisodes les plus écoutés de Marbotique. Elle vend des jouets connectés et aujourd'hui, pour elle, le principal canal d'acquisition, ça reste Amazon. Elle aurait tort de s'en priver. C'est vrai que dans son business, c'est difficile de faire autrement. Donc parfois, c'est vrai qu'on peut pas faire autrement, quoi. Tout à fait, et je respecte parfaitement les choix qui ont été pris par d'autres. Mais voilà, nous qui sommes data processors, en effet, on n'a pas fait ce choix-là parce qu'aussi on est libriste. Alors ça, c'est un état d'esprit, ça fait partie de l'essence même d'AlteGR. Aujourd'hui, quand une grande entreprise va passer commande chez nous d'un algorithme, on leur vend le code source. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'on est prêt à ne pas tirer profit d'une licence sur ce code source pour le maintenir. Aujourd'hui, on fait une modélisation du problème, on le concrétise par un algorithme et on vend le code source. Et en plus, même si on maîtrise des langages de programmation divers et variés, on essaye de le faire pour que le client puisse le reprendre facilement. Donc on l'écrit souvent en Python, même si on est parfois obligé d'aller sur des langages beaucoup plus techniques comme le Haskell. Mais voilà, aujourd'hui, c'est notre façon de voir l'intelligence artificielle dans son, dans son ensemble, et c'est comme ça qu'on veut le vendre. Mais ça fait partie de nos décisions à nous. Ça m'intéresse beaucoup. Juste pas obligé d'en faire un très long moment, mais est-ce qu'il y a eu vraiment un cheminement là-dessus? Parce que toi, tu avais plutôt, historiquement, tu l'as dit, une casquette de business développeur, commercial, on va dire, et eux, bon, donc ils sont plus sur la partie technique, tes associés. Est-ce qu'il y a eu cette discussion de dire, ah bah attendez, on va produire des choses, non, autant le vendre, ou alors non, de base, ça va être naturel de se dire, ok, on offre cette partie-là open source libre aux clients, mais c'est ce qui fait aussi notre différence. Et comment c'était le cheminement? Le cheminement a été simple, hein, c'est que Antoine et Thomas sont libristes, hein, et nous ont ouvert l'esprit avec Cyril, parce qu'on n'était pas du tout au courant que ça existait à l'époque. Et c'était évident, on développe quelque chose, le client paye le développement, c'est normal qu'à la fin, il obtienne pourquoi il a payé. Pour nous, il y avait une vraie logique derrière. Bah oui, il a payé pour le développement, je vois pas pourquoi il aurait à payer en plus une licence. Donc c'est comme ça que ça nous... Enfin, et puis c'est en effet un argumentaire commercial, business, qui est très valable pour les entreprises avec lesquelles on travaille. Ok, cool. Intéressant, vraiment. On va tranquillement se diriger vers la fin de notre entretien déjà. Est-ce que durant ces dernières années d'entrepreneuriat, et puis tu as entrepris dans un monde qui était à la base pas technologique, plus financier, et maintenant plus dans quelque chose de assez haut niveau technologique, est-ce qu'il y a eu un apprentissage commun sur toute cette route, ou est-ce que tu as vu des différences? Est-ce que tu aurais des choses à nous partager là sur ces dernières années d'entrepreneuriat? Bah, qu'il faut s'accrocher parce que tout est toujours très mouvant. Et en effet, quand tu passes du courtage en prêt immobilier et de la gestion de patrimoine à la vente d'algorithmes sur mesure, je t'avoue qu'il y avait un gap qui était assez important technologique à construire. J'ai d'ailleurs repris mes études en Mhm. parallèle de tout ça, des études de biologie. Bon, même si la biologie n'a rien à voir directement, mais j'ai trouvé que c'était le chemin ce qui me correspondait le mieux pour revoir tout ce qui était mathématiques, tout ce qui était physique, tous les principes dans cette voie-là. Et je remercie d'ailleurs l'université Aix-Marseille qui permet de faire ça en parallèle de son travail. Ce qui n'est pas simple, je vous avoue, en ce moment, avec le lancement de Retrodata qui fonctionne, de faire tout. Mais en tout cas, voilà, j'ai des professeurs qui sont très à l'écoute de mes obligations professionnelles. Et en Ok. effet, technologiquement, il a fallu se mettre au niveau. Et j'avoue que c'était un apprentissage sur le tas. J'ai eu la chance d'avoir des associés qui avaient aussi à prendre de moi en termes d'application concrète et opérationnelle de ce qu'ils produisaient. Donc je crois qu'on a appris tous les uns des autres de nos expériences, et surtout là où on était à la pointe, sur les sujets de pointe où on était, quoi. Génial.
Mais toi, justement, qui a plongé vraiment là dans ce monde-là de la data science, des algorithmes prédictifs et sans être du milieu à la base, est-ce que tu as une ressource, je sais pas, ça peut être un bouquin, des sites web à recommander à quelqu'un qui connaîtrait vraiment rien, mais alors voilà, mais qui trouverait le sujet intéressant? Tu lui dirais de commencer par quoi? Le livre du docteur Julien, L'intelligence artificielle n'existe pas, parce que c'est hyper intéressant, c'est assez vulgarisé et ça permet d'entrer sereinement dans le sujet. J'ai beaucoup aimé j'adore le docteur Julien. Bon, après, il y a Yann Lequin qui est très fort aussi, mais ces sujets sont beaucoup moins vulgarisés. Et voilà, mais en effet, ces grands chercheurs, et puis Julia, ce qui est bien, c'est qu'il était chez Samsung, il revient chez Renault, apparemment, j'ai lu ça. Ça reste très opérationnel. Donc, Ouais, du coup, c'est un des papas de Siri. Donc, tu fais c'est bien ouais, très de le rappeler. opérationnel. Ouais. Ça reste très ancré dans la réalité. Yes, ouais, qu'un livre qu'il faut définitivement que je me mette à lire parce qu'il avait déjà été recommandé par Cédric Dumas, épisode aussi que je vous recommande sur. On avait parlé aussi d'intelligence artificielle pas mal, mais dans un tout autre domaine sur les assistants personnels. Donc ceux qui ne l'ont pas écouté, allez écouter ça. Tu m'as dit avant qu'on démarre l'enregistrement, j'ai pas forcément l'habitude de parler de moi. Alors je vais essayer de détourner la question. Si j'appelle justement un de tes cofondateurs, Thomas par exemple, et que je lui demande parle-moi de Laurie, qu'est-ce qu'il me dirait? Alors en ce moment, il dirait que je suis un despote parce que je les oblige, en effet, à fournir des choses qu'ils ont habituellement beaucoup plus à regarder dans le détail avant de fournir parce que Retrodata a besoin de trouver des utilisateurs en volume et en ce moment on est un petit peu en friction sur ce point-là. Mais sinon, il dirait que je mouille le maillot, que voilà, je compte ni mon temps ni mon investissement dans la société et que j'ai beaucoup de ressources pour arriver à contrebalancer des problématiques qui souvent au départ, un peu moins aujourd'hui, que je ne comprenais pas dans la totalité. Aujourd'hui, je suis très à l'aise sur le front, sur le back, sur l'algorithmique, la data science en général, alors qu'au départ, tout ça était un milieu complètement obscur pour moi et je pense que ce qu'ils peuvent pas m'enlever, c'est que j'ai une capacité d'adaptation un peu hors norme peut-être. Voilà. Je pense qu'il pourrait dire ça de positif. Bah, ça s'entend en tout cas que tu es passionné. Oui, je le suis. Je le suis. Le côté négatif, non, non, je lui aurais pas demandé et tourné la question dans ce sens-là du tout, du tout, du tout. Ça reste entre vous, j'ai pas envie de savoir. Comme la discussion vient d'être sur la table, voilà, c'est ce qui. Non, en fait, il a pas dit un despote. Il a dit que j'avais beaucoup trop d'autorité en ce moment. Ouais, il a été beaucoup plus soft. Mais en même temps, on le dit en rigolant, mais c'est aussi ça la réalité des entrepreneurs entre associés, c'est que il faut avoir des discussions vraiment franches à certains moments aussi d'entreprise, parce que l'entreprise elle doit avancer et si on reste très policé entre associés, ben ça fonctionne pas. Donc être en bonne confiance pour se dire les choses, je pense que c'est aussi un apprentissage au final. Oui, surtout qu'on n'est pas des as, je m'inclus à l'intérieur, de la communication. Notamment les scientifiques, qui ont des systèmes de valeurs qui sont un petit peu différents et qui disent bon bah voilà, tu comprends les maths, tu comprends, mais si tu comprends pas les maths, tu peux pas comprendre. Donc voilà, il y a pas mal de barrières qui ont été mises entre nous et qu'il faut déconstruire régulièrement parce qu'elles se remettent. Mais c'est normal, ils ont eu beaucoup de travail pour arriver là où ils en sont, au sommet de leur expertise et selon un modèle qui est le modèle de la recherche académique que je décrirai pas parce que je le connais pas plus que ça, mais aujourd'hui, entre la recherche académique et d'avoir des sujets business, il y a quand même un monde et il faut aussi de leur côté beaucoup d'adaptabilité. Et je crois que sans Ok, l'adaptabilité conjointe de nous quatre, aujourd'hui, Altegr voilà, serait voué à l'échec. ça marche.
J'ai l'habitude souvent de conclure, de terminer ces échanges en demandant si, dans ta vie, aujourd'hui, multicasquette, on l'a entendu, d'entrepreneur, tu as des, règles de vie, des rituels, des choses qui font que tu arrives à être, voilà, plus performant, de gérer ton équilibre vie perso, vie pro aussi, est-ce que tu as des retours là-dessus? Bah, je suis l'heureuse maman d'une petite fille de 4 ans, d'avoir du temps avec elle, de qualité, hein, ça fait partie de mon rituel le le plus fort, d'avoir aussi, du temps avec mon conjoint, tout ça, ça fait partie, et puis mon secret, c'est, de retourner chez moi, dans les Alpes d'Haute-Provence, aussi régulièrement que possible pour aller marcher, dans, ma forêt et de ramasser les champignons quand c'est la saison, ramasser les truffes quand c'est la saison, aller, ramasser, peu importe, voilà et de se balader en famille. Je crois que c'est pour moi, c'est là où je puise De rester l'énergie. connecté à la C'est nature. ça. Top. Excellent. Bah, c'est sur ces paroles, j'ai envie de dire, voilà, qui nous invitent à aller, marcher, à aller, à s'évader, qu'on va conclure. À moins que tu aies une dernière chose, qu'on aurait, oublié, à me dire. Mais, sinon, je vais, bien évidemment, bah, te remercier Laurie. Vraiment merci beaucoup. Ces 48 minutes, 49 minutes là sont passées bien vite. Remercier aussi, les premières, on en a parlé, c'est les premières aussi qui nous ont mis en relation, donc merci, aux premières au réseau national, mais aussi au réseau, Les Premières Sud, à Isabelle, Dao pour la mise en relation. Voilà, c'est dit, il fallait que je le dise, merci à elle. Voilà, je sais que vous êtes une entreprise qui arrête pas de grandir, donc potentiellement aussi des recrutements, à venir? Tout à fait, on a plusieurs, places de data scientist qui s'ouvrent, mais pas que, puisqu'il faut quand même du support, vous l'avez bien compris, pour que ce soit, réalisable dans le concret. Donc oui, on a aussi, en tout, jusqu'en janvier 2022, 5 ou 6 places, à voir, pour un développeur back, un développeur front, deux data scientists et un support. Donc voilà, n'hésitez pas à transmettre vos CV. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup Laurie. J'espère, à bientôt pour une autre conversation. Tous mes, vœux de succès pour, le développement de LGR, à toi et tes associés et toute ton équipe et puis, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup Guillaume, au revoir. C'est la fin de cet épisode et si celui-ci t'a plu, bonne nouvelle, il en existe d'autres que tu n'as peut-être pas encore écoutés. Et si tu ne veux pas louper les suivants, je t'invite à t'abonner avec la plateforme de podcast que tu utilises. Apple, Spotify, Deezer et plein d'autres, c'est simple, on est dispo quasiment partout. Prenez soin de vous et à bientôt.